Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement saura vous inspirer, vous aussi, dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire 3 choses simples et rapides pour vous. 1. Faire un like sur l'entrevue. 2. Faire un partage à vos réseaux sociaux. Et 3. Certainement de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alias Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matins, vous recevrez un article de fond, rapide à lire, sur lequel vous aurez 1 ou 2 trucs qui saura certainement faire une différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuits disponibles pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, nos commanditaires tout court, la Banque nationale, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le réseau Mentorat, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon commerce en ligne et InfoBref. Bonne écoute! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une entrevue très inspirante avec un bonhomme très inspirant également. Vous allez voir, son histoire est pas banale. C'est une histoire de reprenariat quelque part et c'est une histoire de succès inspirant et d'implication aussi. On va peut-être terminer l'entrevue avec son rôle qu'il joue justement dans le reprenariat au Québec. Écoutez, je l'accueille avec nous dès cet instant, Sylvain Garneau, président, directeur général du groupe Lacasse. Bonjour Serge. Salut Sylvain, très content de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation, puis c'est un plaisir de participer. Écoute, Sylvain, les discussions pour entrepreneurs, c'est des moments qui sont importants pour nous dans la dimension où l'auditoire, des gens qui écoutent ça, qui consultent ça, sont des gens qui viennent chercher cette inspiration pour démarrer une entreprise. C'est souvent la thématique qu'on approche. Et dans de rares cas, mais comme aujourd'hui aussi, ça va être intéressant d'aborder la thématique du reprenariat. Donc, des gens qui sont entrés dans des entreprises existantes et qui en ont pris la direction et qui les ont amenés à de nouveaux sommets. Alors, c'est un volet-là aussi que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui. Mais avant d'aller à Lacasse et au groupe Lacasse et tout ça, j'aimerais ça même reculer dans le temps un peu puis aller voir les inspirations d'origine, comment ça a commencé chez toi, le besoin d'être en affaires. On peut reculer jusqu'à ton adolescence ou à ton époque académique, c'est comme tu veux, mais ça commence comme par où chez toi ce goût des affaires? Oh! Écoute, moi, je suis devenu entrepreneur pas parce que j'avais ça comme ambition, parce que c'est devenu un concours de circonstances. Mes premières formations académiques, c'est en administration publique à l'Université d'Ottawa. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires au HEC en 1990 jusqu'à 92, puis je me destinais dans des postes de direction, des postes exécutifs. C'était ça mes ambitions. Et c'est là où j'ai œuvré pratiquement toute ma vie. Alors, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis natif du Lac-Saint-Jean, donc mes racines sont encore très profondes dans la région. C'est une région qui est entrepreneuriale aussi d'une certaine façon. Alors, je pense que ça, à un moment donné, c'est venu avoir des influences chez moi un peu plus tard, là. Mais c'est ça a été de la progression. J'ai travaillé dans des grandes organisations comme Domtar, comme Acier-Leroux, comme Uniboard, dans des postes de direction, des postes de gestion et des postes exécutifs. Ça m'a amené à aller travailler aux États-Unis aussi. Ah oui, hein? Pendant quelques années. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est parti de Chicoutimi une journée et puis qui est allé s'installer à Chicago le lendemain avec ma famille et ma conjointe et les 2 enfants. On a passé un peu plus de 5 ans à Chicago. Très belle expérience dans l'industrie de l'acier pour une organisation canadienne qui avait des opérations aux États-Unis. Et suivant cela, je suis allé par la suite m'installer à Vancouver pendant 6 années dans une organisation de taille mondiale avec des opérations nord-américaines.
J'ai été là pendant 6 années, aussi très, très belle expérience. Ça m'a permis de voir les différences entre les cultures d'affaires Canada, US, Québec, Canada, US, parce qu'il y a certaines différences à certains niveaux. Puis, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ces rôles-là, ben, j'ai rencontré des gens d'affaires qui m'ont inspiré. J'ai eu des patrons qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré, puis qui m'ont appris beaucoup de choses. Et ça m'a amené à un moment donné à réfléchir ben, sur la suite des choses et si moi, je devais devenir entrepreneur à un moment donné. Et c'est ce qui est arrivé lorsque j'ai joint le groupe Lacasse là, en 2010 et en 2011. Écoute, Alors, c'est très fier de ce parcours-là, en fait. en effet, c'est un parcours très inspirant dans la dimension où, à la base, on part avec une formation académique, puis on va au bout de ce projet-là, parce que des fois, les entrepreneurs sont allés suivre une formation académique dans un autre domaine qui n'est pas nécessairement les affaires et qui aboutissent par un concours de circonstances ou par un acte de passion dans une direction, puis ils entreprennent quelque chose. Toi, tu es allé vraiment au bout. Ben, au bout, tu as fait un très bon chemin dans la direction carriériste, je dirais, Ouais. d'administrateur, de gestionnaire. Et un jour, c'est cet appel à dire, écoute, moi, j'aimerais peut-être diriger mon entreprise qui t'a amené à prendre la direction d'une compagnie. Est-ce que tu étais engagé chez Lacasse directement comme PDG? Oui, en fait, lorsqu'on était à Vancouver, juste pour faire une histoire longue, très rapide, très courte, lorsqu'on a quitté le Québec pour aller à Chicago, c'était pas pour partir à tout jamais. C'était pour vivre une expérience familiale, permettre à nos enfants de connaître autre chose, d'être dans un environnement anglophone très jeune pour devenir bilingue très, très jeune. Parce qu'originaire, encore une fois, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'anglais, on n'est pas exposé, puis on travaille fort pour l'apprendre. Puis ma conjointe et moi, on voulait faciliter ce processus-là à nos enfants. Alors, l'objectif, c'était de passer quelques années à l'extérieur du Québec, mais pas partir pour ne jamais revenir. Mhm, mhm. Maintenant, de fil en aiguille, après 10 ans ou 11 ans, les enfants vieillissaient. Et puis, là, on était à la croisée des chemins parce que si on ne revenait pas à ce moment-là, il était presque certain qu'on ne revenait jamais au Québec. Puis, encore une fois, nos racines sont ici, puis on voulait revenir ici à un moment donné. Alors, lorsqu'on a pris cette décision-là en 2009, fin 2009, j'ai eu une offre d'emploi pour Groupe Lacasse, qui était une société qui était à propriété américaine à l'époque. Ah oui, hein, je Oui, savais pas. absolument, parce que ça avait été vendu, la famille Lacasse avait vendu en 2000 à un des plus gros joueurs au monde dans l'industrie. Puis, l'entreprise américaine, en 2009, devait avoir quelqu'un d'autre comme président de l'organisation, puis il cherchait un nouveau candidat. Moi, je connaissais Groupe Lacasse de réputation parce que lorsque j'ai travaillé pour Uniboard, Groupe Lacasse est un client Uniboard, puis c'est une organisation qui avait une très, très, très bonne crédibilité, très bonne réputation. Alors, j'ai accepté de parler aux Américains qui en étaient propriétaires, mais lorsque je parlais aux Américains et que moi, je faisais mon due diligence, je leur disais, je vais y aller, mais je vais y aller pour Groupe Lacasse. Je vais prendre le poste pour Groupe Lacasse. Alors moi, si vous êtes prêt à supporter l'organisation, si vous êtes prêt à me supporter comme président, puis qu'on puisse faire rayonner davantage l'organisation, je suis intéressé de le faire. Puis je pensais que je serais passionné aussi par l'industrie et les produits. Alors, c'est ce qui fait en sorte que j'ai accepté le rôle en 2009 comme président. Je suis venu m'installer ici en début 2010. Alors, on a pris la famille, vendu la résidence et tout ce qu'on avait à Vancouver. On est revenu vers le Québec après 11 années d'éloignement puis d'exil. Et donc, c'est là, je suis devenu président à ce moment-là, mais ce n'était pas à titre d'actionnaire ou de copropriétaire. Mais ça m'a pris, disons, une année pour me rendre compte que dans le contexte où on sortait de la crise financière 2008-2009, qui avait été très difficile pour tous les secteurs d'activité. C'était, on s'en souvient, là, la Oh, débâcle complète. Là. Les ouais. marchés étaient tombés de 35 puis un peu tout le monde avait de la surcapacité. Puis là, la reprise était lente. Alors, chez les Américains, il y avait beaucoup de questionnements sur l'avenir leur avenir avec Groupe Lacasse, leur investissement. Puis là, j'ai commencé à le sentir quelque temps après mon arrivée en poste ici.
Et moi, encore une fois, compte tenu que j'étais venu ici pour Groupe Lacasse, bien, j'ai forcé la conversation avec les Américains pour dire, écoutez, si jamais vous êtes vraiment plus intéressés à investir, à supporter l'organisation, ben moi, je serais prêt à faire un montage financier puis vous faire une proposition d'acquisition. Mais j'étais dans, si vous vous souvenez du contexte, là, 2009, 2010, 2011, il y avait plusieurs entreprises québécoises qui étaient propriétés d'Américains ou autres. Puis, on les a vus se faire fermer, là. Il y a Mabé qui a fermé, il y a Goodyear, il y a Electrolux. On était un petit peu dans cette mouvance-là. Mais moi, je me suis dit, on va faire l'inverse. C'est ça qui est intéressant dans ton histoire aussi, Sylvain, c'est celle qui incarne tellement bien l'importance du reprenariat, tu vois, parce que effectivement, tu aurais pu choisir cette option-là, puis les Américains auraient pu choisir cette option-là, puis on ne parlerait plus du groupe Lacasse aujourd'hui, puis ça n'existerait plus, ce ne serait pas une fierté québécoise, ce serait juste une autre filiale américaine, ou ce serait comme les cendres d'un passage américain, je dirais. Mais l'importance d'un entrepreneur qui décide de prendre les rênes d'une entreprise locale, puis de continuer à la faire croître, hein, parce que c'est une entreprise qui a eu, évidemment, probablement c'est l'autre difficulté avec la crise 2008, mais tu en as fait tout un succès. Alors, donc, prendre cette entreprise qui avait une histoire, qui avait des clients, du know-how, des employés, et de prendre le chapeau, de dire, écoute, moi, je vais mettre ça sur mes épaules, puis je vais revirer ça, je vais remettre ça sur la bonne voie, et on va en faire une belle entreprise. Et c'est tellement important pour notre société. Oui, bien ça, c'est là où l'entrepreneur, lui, il se découvre d'une certaine façon. Puis ça, je le dis souvent, c'était pas un risque calculé à l'époque. C'est un acte de foi. OK? C'est pas pareil. Non, non, tous les entrepreneurs savent c'est quoi la différence. Ils connaissent la différence. Tu sais, ici, il y avait une infrastructure, il y avait une organisation, il y avait des ressources. Les gens étaient la principale raison de ma motivation. Parce qu'encore une fois, c'était des gens d'expérience, ils étaient engagés, tu sais, c'est enraciné, il y avait une marque de commerce. Alors moi, je pensais qu'il y avait quand même là un immense potentiel de croissance. Alors lorsque j'ai fait la proposition, les propriétaires de l'époque m'ont dit, c'est-tu quoi? C'est pas bête, on pourrait en parler. Alors ça a pris 6 mois, 9 mois, puis j'ai invité Guy Lacasse, qui est le fondateur, que j'avais rencontré ici, et son fils à devenir partenaire. Puis on a fait un montage ensemble et on a fait une proposition au propriétaire et on a conclu la transaction en 2012. Wow. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans de ça. C'est quoi l'air d'entreprise à ce moment-là dans la transaction? Là, à ce moment-là, il y avait 375 employés ici aux installations, là, dans la région de Saint-Hyacinthe, Saint-Pie pour être plus précis. Et puis, avant COVID, on était rendu à 550, 575 employés seulement ici au Québec. Wow. On a fait 2 acquisitions additionnelles par la suite. Autre chose, on a transféré de la fabrication des États-Unis vers le Québec entre 2014 et 2019, qui a créé une centaine d'emplois additionnels. Alors, non seulement on a maintenu le siège social ici, on a continué de développer l'organisation, mais on a pris de la fabrication qui était faite pour certains produits aux États-Unis, on l'a transféré ici. Wow. Puis ça n'a pas été facile, mais on l'a fait parce qu'on y croyait. Et en plus de ça, on a acheté une autre société aux États-Unis en 2018 dans des produits sièges qui complètent la gamme de produits de Groupe Lacasse. Puis on a décidé aussi de mettre sur pied un immense programme d'investissement, d'automatisation de fabrication dans l'usine principale. Alors, il y avait beaucoup de choses à faire, mais avec l'organisation, avec les gens qui étaient ici, avec les gens qui m'entourent, je sentais qu'on était capable de relever ces défis-là. Alors, c'est tout un exploit, Sylvain. Puis je sais que tu es un gars relativement modeste, là, dans le sens que tu ne te promènes pas à mettre sur la place publique là, tous ces accomplissements, mais c'est très impressionnant en une dizaine, douzaine d'années, là, tout ce qui a été accompli dans la case. Ne serait-ce que la croissance de l'entreprise en termes organiques, en termes de croissance de ses ventes, mais tout le rapatriement de la production, les deux transactions là-dedans. Écoute, et évidemment,
pour une situation de reprenariat également. Donc, moi, c'est ça que je trouve bien intéressant dans l'affaire, c'est que non seulement je reprends une entreprise qui, pour quelques raisons qui ne concernent pas aujourd'hui, est délaissée par ses propriétaires américains. Alors donc, probablement une entreprise qui, quelque part, n'a peut-être pas été chérie, et peut-être pas été bien dans les dernières années, je dirais, là, Ouais, supportée, là. Puis là, oups, là, toi, tu arrives, tu reprends ça. ouais. Ma première question qui me brûle les lèvres, là, c'est comment on finance ça? Parce que tu n'as pas acheté une Hyundai usagée, tu as acheté une boîte de 350 personnes, une usine. Comment on finance ça? Sans me donner des chiffres, c'est probablement très bien. C'est ça, les Américains, je veux faire quand même une précision, ils ont été des bons propriétaires lorsqu'ils étaient ici. Seulement qu'en 2010-2011, dans le contexte où on était après la crise qui suivait le marché financier, là, il y a des remises en question. Tu arrives à la croisée des chemins, et puis il était 10, 11 ans, 12 ans après avoir fait l'acquisition en 2000. Alors, mais ils ont été des excellents propriétaires. Puis on a maintenu d'excellentes relations avec eux par la suite, puis ça, c'était essentiel aussi. Puis on a encore d'excellentes relations avec eux parce qu'on reste encore dans la même industrie. Maintenant, sur le financement, on a eu des bons partenaires. Investissement Québec, au départ, a accueilli favorablement la présentation de notre projet, de notre dossier. Puis ça l'a beaucoup facilité la suite des choses parce qu'ils croyaient en l'organisation. C'est un fleuron québécois, l'organisation ici. Puis là, face aux dangers potentiels, puis encore à l'incertitude, on est en mesure d'aller chercher le support nécessaire. Mais on avait un plan d'affaires. On avait aussi, j'avais des partenaires qui connaissaient l'industrie, une équipe sur place ici qui était quand même très crédible, très rodée. Donc, moi, ce n'était pas le projet d'une seule personne. Il y avait d'autres personnes alentour, puis j'ai réussi avec eux à monter un projet qui était crédible, puis qui pouvait être très recevable auprès de partenaires financiers. Encore une fois, ce n'était pas nécessairement un risque calculé parce que la situation était difficile, mais on est en mesure d'aller au moins obtenir ce qui était essentiel pour pouvoir réaliser la transaction à ce moment-là. Puis donc, c'est ça, tu sais, ça a facilité beaucoup. Puis on entend souvent parler d'Investissement Québec et de d'autres partenaires semblables, mais c'est des joueurs qui sont réceptifs à des situations qui peuvent être comme celles que nous, on avait à ce moment-là, puis qui vont regarder différentes variables, différents facteurs, tu sais. Pas juste la rentabilité à la fin de la journée, mais il y a d'autres éléments qui doivent être pris en considération. Puis, ils nous ont soutenus et ils nous soutiennent encore de façon très concrète. Puis, dans nos plans d'investissement qu'on a eus par la suite, ils ont toujours participé à nos plans d'investissement. On en a ajouté d'autres aussi, des partenaires, parce qu'on a fait d'autres acquisitions par la suite. On a un plan d'investissement massif qu'on a réalisé même dans la période de COVID. Ils étaient là. On a ajouté la Banque de développement du Canada. On a ajouté le fonds FTQ qui croyait aussi en nos projets puis qui sont des partenaires stratégiques, financiers importants. Donc, c'est ça, il y a des possibilités. On n'est pas seul lorsqu'on a un projet semblable. C'est ça l'affaire. Le défi, c'est de démontrer comment on peut le réaliser. Alors, puis ça, il faut s'entourer, ou il faut avoir les bonnes ressources alentour, ou il faut parler à des conseillers, il faut valider de l'information, mais ça va faire une différence. Ça va donner de la crédibilité. Ben, j'aime ça ce que tu racontes parce qu'évidemment, tu avais fait tes preuves, toi, comme gestionnaire auparavant, donc tu avais une bonne feuille de route, tu avais une belle expérience, mais ce que tu répètes à plusieurs occasions dans tes réponses, c'est « je n'étais pas seul ». J'étais bien accompagné. Donc, ça aussi, c'est important dans une histoire de reprenariat, c'est de travailler avec toutes les parties prenantes, de ne pas arriver pour dire « je m'en viens changer la recette, changer les façons de faire, je vais tout mettre de l'ordre là-dedans ». Ça fait peur à tout le monde parce que ça devient un one-man show. C'est la même chose en investissement ou en démarrage. Quand l'entreprise est appuyée sur une seule personne, ça fait peur à tous les partenaires financiers. Toi, tu as bien su t'entourer, de bien mettre en valeur chacune des parties prenantes
et du coup, tu as pu solidifier un plan de financement intéressant avec Investissement Québec. Dis-moi, tu as parlé antérieurement, là, précédemment dans la rencontre, là, des différences culturelles entre le Québec, le Canada anglais ou le reste du Canada et les Américains. Peux-tu nous faire un petit topo rapide de ce que tu as appris à travers tes responsabilités dans ces trois grandes régions? Disons que la grosse différence entre le Canada et les États-Unis, c'est qu'au Canada, il y a la présence d'un tissu, un filet social important qui donne une certaine, pas une certitude, mais un niveau de sécurité collectif qui affecte la prise de décision, qui affecte le sens de l'urgence un peu. C'est pas d'une façon négative, c'est une observation. Lorsqu'on arrive aux États-Unis, le filet social, le filet de protection sociale, il est pratiquement absent. OK? Alors, la prise de décision ou la considération personnelle dans un dossier quelconque va devenir plus importante que la considération collective que vous allez retrouver au Canada ou encore plus grand au Québec. Puis ça, il y a une sorte d'ajustement. Tu sais, on reste dans le même système quand même économique, on reste dans la même économie nord-américaine, mais quand on gère les individus, quand on veut stimuler les individus, quand on veut travailler sur certains dossiers en particulier, bien là, le phénomène personnel américain est plus grand que le phénomène personnel canadien. C'est intéressant. C'est là où il y a certaines différences. Fait que dans la psychologie du gestionnaire ou de l'entrepreneur, il y a des facteurs de motivation qui sont différents. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors ça, il faut apprendre à le reconnaître avec le temps. Maintenant, dans une organisation américaine versus une organisation canadienne ou québécoise, bien, encore une fois, là, l'appât de, pas du gain, mais la drive sur certains éléments quantitatifs est plus grand aux États-Unis que vous allez revoir au Canada, où l'atteinte va être sur des éléments aussi qualitatifs, pas juste quantitatifs. Alors, il y a une sorte de... C'est très subtil, mais lorsqu'on a vécu les deux, on peut voir la différence de façon assez importante. Est-ce que c'est également des critères importants quand vient le temps de gérer le personnel, par exemple, au Canada versus au Québec? Est-ce qu'au Québec, on adresse ces équipes de façon différente ou comment adresse-t-on de façon différente nos équipes québécoises versus les équipes à Vancouver ou dans le reste du Canada? Bon, là, ça aussi, c'est une bonne question. C'est profond, ces interrogations-là. Mais c'est ça, nos conversations. Ouais, on a fait ça, je te dirais là, au Québec-Canada, le sens de l'appartenance, le sens de... La patrie. Oui, c'est ça, mais la patrie organisationnelle, tu comprends? L'organisation en tant que telle, la mission de l'organisation, la raison pour laquelle tu es dans une organisation est, selon mes expériences à moi, plus grande que qu'est-ce que vous allez retrouver dans le marché américain. Alors, c'est l'équilibre des motivations entre les deux. Maintenant, aux États-Unis, ça bouge un petit peu. Depuis les 10 dernières années, je vous dirais, là, on voit, il y a comme un rééquilibrage à certains endroits, mais aller jusqu'en 2000, moi, je suis resté dans le marché américain là, très, très, très actif comme exécutif jusqu'en 2010-2011. Maintenant, ici, 75% de nos exportations vont dans le marché américain. Je suis encore très actif. On a une société américaine, mais encore une fois, l'individualisme dans la prise de décision aux États-Unis est plus grand que ce que vous retrouvez au Canada ou au Québec. Sylvain, toi qui as vécu la crise 2008 aussi, dans des circonstances exigeantes, là, dans le sens que tu n'étais pas à la tête là, d'une PME de 3 personnes à l'époque. Tu avais quand même pas mal de gens et de responsabilités. Comment tu fais le parallèle entre ce qu'on vit comme incertitude économique actuellement et cette grande crise de 2008? Est-ce que tu y vois des parallèles? Est-ce que tu vois des choses que le fait de l'avoir passé une fois te permette aujourd'hui de réagir plus rapidement ou de façon plus optimiste à la crise actuelle qu'on traverse?
Écoute, moi, j'ai vécu la crise de l'acier aux États-Unis en 2001-2002, qui a été extrêmement sévère, dans laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. J'ai vécu 2008, 2009, 2010, là, le redémarrage en 2010. Ça aussi, j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un parallèle avec ce qu'on a vécu en 2020, 2021, 2022? Pas tout à fait. Ben, en fait, il y a des choses que j'ai appris. Tu sais, dans mes deux crises précédentes, ce qu'on apprend, c'est de rester concentré sur des éléments de force des organisations. Tu sais, c'est d'éviter de trop se disperser pour s'affaiblir parce que là, on panique. La panique, c'est la pire des conseillères dans des situations semblables. Il faut être capable de prendre un peu de recul, puis d'identifier c'est quoi les forces de l'organisation sur lesquelles on doit fonder là, des actions puis des mesures correctives pour se protéger. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Maintenant, 2020, 2021, COVID, ben ça, c'est un événement qui est tellement extraordinaire. Qui aurait dit qu'on vivrait une pandémie mondiale puis qu'on serait obligé de fermer des usines? Ici, on a fermé l'usine principale, ben, toutes les opérations là, en mars 2020. Je m'en souviendrai toujours, là, tu sais, quand tu dis à 550 personnes, désolé, là, mais à partir de 5 heures ce soir, vous restez tous à la maison, puis ensuite tu te promènes dans tes installations, puis il n'y a plus personne pendant plusieurs semaines. Puis tu ne sais pas combien de temps ça va durer parce que personne ne connaît l'avenir à ce moment-là. Ça, c'est une expérience qui est un peu plus déstabilisante. Puis nous, dans notre secteur, ce qui arrive, c'est que on est designer, on conçoit puis on fabrique des solutions, principalement qui vont dans les tours à bureaux, dans les centres-villes ou dans des institutions hospitalières, des collèges, des universités. Puis là, dans le contexte de COVID, où, non seulement tu as vécu la fermeture de tes opérations, mais il n'y a plus personne qui veut aller dans les tours à bureaux. Ça aussi, c'est déstabilisant. Ça, c'est il n'y a rien qui est. Cette situation-là est difficilement comparable à 2008, 2009 ou à 2001, 2002. Et tu te poses la question, tu sais, combien de temps ça va durer? Puis là, c'est l'incertitude qui est sur une plus longue période de temps. Et c'est à ça qu'on doit se préparer. Puis ça c'est la différence avec les expériences précédentes. Parce qu'en 2001-2002, l'acier, ça a été 12, 14, 15 mois. Puis à un moment donné, pouf, il y a une action qui fait en sorte que le marché reprend une semaine ou un mois après. 2008-2009, la crise financière, une fois qu'on en est sorti, ça a pris 18 mois. Mais après ça, on a vu la reprise, puis ça a été une reprise qui a été contrôlée. Là, COVID, puis dans notre secteur à nous, on a encore des interrogations sur qu'est-ce que le futur de notre industrie va être. C'est pas comme, OK, on a traversé la cause qui a fait en sorte que le marché est tombé de 30 à 40 %. Là, on revient à la normale. Dans notre secteur, on ne peut pas dire ça encore parce que c'est une nouvelle normale. Ouais, ouais. COVID a changé plusieurs secteurs où c'est des nouvelles normales un peu partout. Alors, comment tu adaptes ton entreprise à faire ça? C'est des bons défis. C'est des bons défis, parce que je disais dans la presse d'hier et d'avant-hier, il y a des papiers qui sont écrits sur la difficulté du financement du transport collectif. Puis c'est un peu la même réalité. J'en jasais avec des amis entrepreneurs hier soir, puis on est tous un peu d'accord que ça va être difficile de revenir à la normale d'avant COVID. Donc, ça veut dire que cette nouvelle normalité-là impose des changements drastiques et rapides des conditions de marché. Dans leur cas, c'est 500 millions là, qui manquent annuellement là, dans le budget de financement du transport. Puis dans ton cas, effectivement, vendre du mobilier de bureau, là, pour mettre ça simple, là, dans une perspective où les gens se demandent s'ils vont retourner à temps plein dans les bureaux, ça doit effectivement créer beaucoup d'incertitudes et de préoccupations pour mon ami Sylvain, ça. Oui, effectivement. Mais sauf que je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui que je l'étais il y a 18 mois. Pourquoi? Parce que malgré cette réalité-là, on a été 18 à 24 mois là, avec beaucoup de distance des centres-villes, peu des gens là, qui allaient dans les centres-villes, 25 30 de taux d'occupation. Là, aujourd'hui, on tourne aux alentours au Canada aux alentours de 50 à 60 .
Aux États-Unis, on tourne aux alentours de 80%. Ah oui, tant que Donc, ça. oui, c'est ça. Alors, le désinvestissement ou le délaissement qui s'est fait dans des projets de rénovation ou nouveaux projets, bien là, lui, il est de retour présentement. Ça fait que ça c'est une variable qui nous est favorable. L'autre variable, c'est que même si on ne retourne pas au bureau 5 jours semaine, ben là, le modèle hybride, lui, le 2 jours, 3 jours, fait en sorte que, ce qui semble être un consensus partout à ce moment-ci, ça fait en sorte que là, les employeurs se disent, ah, je dois refaire mes environnements de travail pour faire en sorte que le 2 jours, 3 jours soit applicable à l'ensemble des gens qui y sont affectés. Donc, ça aussi, ça génère une demande additionnelle, une nouvelle demande que des conditions normales n'auraient jamais, jamais, jamais générée. Puis l'autre facteur ensuite, c'est qu'il y a pénurie de talent. OK? Un peu partout, là. On parle de pénurie de main-d'œuvre qui est très, 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 très vrai. Nous, on a été durement affectés par ça, puis on l'est encore, mais on prend des mesures nécessaires. Mais je fais une différence entre pénurie de talent et pénurie de main-d'œuvre. Alors, dans le sens que pénurie de talent, c'est du personnel qui est un peu plus spécialisé, qui vont aller dans des postes d'ingénierie, des choses du genre, là, ou qui vont se retrouver dans des tours à bureau, des experts en système. Et là, pour recruter ces gens-là, ce que les employeurs disent, c'est on va te permettre de travailler à la maison, on va te permettre le modèle hybride, mais on veut quand même que tu viennes dans nos installations 2 jours, 3 jours semaine, et en passant, viens voir nos installations. Ça va te stimuler, ça va te motiver. Tu vas vouloir venir faire du travail d'équipe ici. Et ça aussi, ça génère une nouvelle demande. Alors là, on se retrouve dans un environnement où, même si les tours à bureaux ne sont pas occupés à 100 ben, presque tous les aménagements sont à revoir dû à ces situations-là. Maintenant, l'autre facteur, puis ça, s'il y a des décideurs publics qui écoutent, là, les moteurs économiques partout dans le monde, c'est les centres-villes, c'est les métropoles, c'est clair, OK? Puis, vous le voyez encore aujourd'hui à Montréal ou à Toronto, il y a des entreprises de services, il y a des restaurants, il y a toutes sortes d'organisations qui ont besoin que les gens retournent dans les centres-villes sur une base régulière. Pas obligé d'être 5 jours, mais il y en a qui peuvent y aller une journée de plus par semaine. Et il y a toutes les infrastructures qui ont été mises en place depuis 20 ans. Puis au Québec, vous regardez Montréal, le REM, c'est 8 milliards et demi qui a été investi depuis 5 ans, puis qui va débuter les opérations l'an prochain. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans le REM? C'est du monde que vous voulez avoir dans le REM. Puis ils vont aller où, ces gens-là? Bien, il faut les amener dans le centre-ville. Alors, à un moment donné, je pense que les décideurs publics, que ce soit un maire, un conseiller, un député, un ministre, un premier ministre, vont devoir stimuler aussi le fait que les gens devraient regarder à nouveau la possibilité d'utiliser les transports publics pour aller dans le centre-ville, les inviter à le faire. Puis là, ça va être une pierre deux coups. On rentabilise les infrastructures, puis on ramène des gens dans des endroits où les commerces en ont besoin, puis les entrepreneurs en ont besoin. Alors, puis là, là, j'entre pas dans la conversation de productivité ou de motivation, à savoir qu'est-ce qui est plus, où est-ce que la personne est le plus Efficace, là. efficace. Est-ce à la maison ou est-ce au travail? Je pense que les deux peuvent être vrais, ça dépend des fonctions. Mais si on veut évaluer la culture d'entreprise, quand on touche à la formation, quand on touche à la communication, au travail en équipe, au brainstorming, aux affinités à développer en organisation et en équipe, bien ça nous incite à faire en sorte que les gens se retrouvent ensemble à un moment donné. Pas obligé d'être 5 jours, c'est vrai, mais il faut qu'ils soient ensemble à un moment donné. Alors, Oui, je partage cette vision-là. Moi-même, mon équipe, on est en mode hybride, là, qu'on appelle maintenant la nouvelle fonction ou la nouvelle façon. Puis je trouve que c'est essentiel pour cultiver l'esprit d'équipe, la camaraderie, ce besoin. On est des êtres grégaires à la base des humains. Alors, c'est pas vrai que les pixels changent ou remplacent facilement tout type de relation. Au contraire, je pense que les contacts physiques et la spontanéité de la présence de l'autre, c'est la présence physique de quelqu'un, puis la spontanéité de ses réactions, de ses émotions, tout ça. On ne retrouve pas ça là, sur Internet dans un petit carré d'1 pouce par 1 pouce et demi. Là. Fait que, moi, je suis d'avis que c'est très, très important de conserver ce mode-là. Mais je suis aussi d'avis que
pas convaincu que ça va revenir à 5 jours semaine. Ouais, non, effectivement, moi, c'est ça, je ne compte pas là-dessus, définitivement pas. Mais Mais à la base, pour toi, pour ton business, Sylvain, si quelqu'un a besoin d'un bureau, j'invente des chiffres, là, mais 2 jours semaine, il ne va pas acheter 40 d'un bureau, il va acheter un bureau pareil. Il va juste être occupé 40 du temps, mais il va acheter un bureau pareil. Oui, c'est ça. Ben, ce qu'on a fait, c'est en fait ce que maintenant les employeurs disent, c'est ben, je vais avoir, j'ai moins de postes de travail fermés, j'ai moins de bureaux fermés, j'ai moins de bureaux exécutifs, mais j'ai plus d'endroits où les gens peuvent venir s'installer. C'est pas nécessairement un lieu qui est affecté à une personne. Ouais. Alors, c'est flexible. Puis, c'est des lieux de rencontre. C'est plus nécessairement un bureau à un endroit. Puis ça, nous, on a des solutions qui sont, qu'on a développées avec les années, qui entrent très bien à l'intérieur de ça. Donc, là, ce n'est pas des postes de travail pour l'individu, c'est des environnements de travail pour des groupes ou des collectivités au moment où ils doivent être ensemble. Puis, on a de très belles solutions. C'est pour ça que je suis un peu plus, je suis optimiste aujourd'hui quand je regarde ça, versus, exemple, il y a 2 ans, quand on ne savait pas comment l'avenir se dessinerait. Là. Ben moi, ce que je retiens de nos échanges sur la gestion de crise, ton premier élément de réponse était focaliser son attention sur ce qui est important, pas trop se disperser. Puis le deuxième élément, je pense, qui est important de retenir, c'est que dans chaque changement drastique ou subtil, il y a toujours son lot d'opportunités qui va naître. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas le jour où ça change. Hein. La météo change, on ne voit pas l'opportunité au moment où ça change. Mais quand le changement est installé, ben, regardons ça, on se met à observer qu'il y a peut-être des amas de neige à déplacer maintenant, il y a peut-être des tuyaux qui ont pété partout qu'il faut réparer. Bref, le changement provoque des opportunités et c'est là que l'entrepreneur brille. C'est celui ou celle qui est capable justement de passer à travers la tempête, je dirais, puis après la tempête, de commencer objectivement à faire l'inventaire de ces opportunités-là qu'il peut adresser. Et c'est là qu'on voit que les grands entrepreneurs se démarquent, en fait. Ben, en fait, éviter la panique. Ça, je le mentionnais. Il faut éviter effectivement, de paniquer. Il faut prendre un peu de recul, il faut consulter, il faut réfléchir un petit peu d'une façon différente. Puis, c'est ça. Donc, une fois que tu reconnais les forces de l'organisation, c'est des leverager, de maximiser ces forces-là le plus possible là, pour passer à travers un environnement qui peut être très difficile. Puis l'histoire nous enseigne que, puis tu vas probablement être d'accord avec cette vision-là, mais tu sais, il y a dans ces grands bouleversements-là, soit la révolution industrielle, par exemple, qui a mis fin à beaucoup de processus qui étaient faits, je dirais, avec les animaux. J'invente, là. J'invente pas, mais je fais des références très lointaines, là, mais je veux juste illustrer le fait que dans certains changements dramatiques ou drastiques se passe la disparition de certaines façons de faire ou certains procédés, et ce sont ceux qui ne s'attardent pas trop à s'accrocher au passé, mais qui embrassent l'avenir et qui réussissent à justement passer à travers ces crises-là, puis à se réinventer et à retrouver un nouveau souffle. Et puis ça, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui j'ai parlé dans les 18-24 derniers mois qui me disaient « Ah, mais ça va revenir. Ah, mais j'attends, ça va revenir. » Puis j'ai toujours un petit pincement quand j'entends ça, parce que je me dis « Mais si ça ne revient pas? » Oui, c'est ça. Si ça ne revenait pas, qu'est-ce que tu vas faire? Il va peut-être être trop tard à ce moment-là pour se poser ces questions-là. C'est aujourd'hui que tu devrais avoir les yeux ouverts, les oreilles grandes ouvertes à regarder autour. Qu'est-ce que tu peux saisir comme opportunité? Puis c'est bien ça que toi, tu as fait finalement dans ton organisation. Ouais. Ben, mais là-dessus, ça, c'est un bon commentaire, Serge. Tu sais, j'ai appris à réfléchir un petit peu sur la résilience. Parce que souvent, les entrepreneurs, tu sais, on dit ça, il faut être résilient. Puis quand on pose la question, mais c'est quoi la résilience? Puis, règle générale, la réponse, c'est ne jamais, 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 jamais abandonner. C'est très, 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 très vrai, mais comment tu fais pour ne jamais, jamais, jamais abandonner? Puis, là, ça devient un petit peu dans tu sais, dans la tête de l'entrepreneur. Le problème qu'on peut rencontrer quelquefois, c'est que l'entrepreneur qui est toujours optimiste parce que lui croit que ça va revenir, il ne vit pas dans la réalité. Ça fait qu'une des premières choses dans la résilience que moi,
à force de réfléchir à ça, tu sais, j'ai constaté qu'il faut que tu prennes acte de qu'est-ce qu'est la réalité. Puis ça, c'est pas un exercice qui est simple à faire. OK? Mhm. Puis il faut que tu écoutes d'autres personnes qui ont des opinions différentes que la tienne à l'occasion. Puis il faut que tu sois prêt à les accepter. Puis une fois que ça t'amène de exemple de ta vision, de ton optimisme pour dire, OK, oui, je veux bien me rendre là, mais ma réalité aujourd'hui, c'est ça. Puis quand tu es dans un contexte difficile, c'est que là, tu dois même te poser la question, ah, mais si je ne fais rien, qu'arrivera-t-il? OK? Parce que là, ça peut faire encore beaucoup plus mal si tu ne fais rien. Ça fait qu'à partir du moment où tu reconnais dans quelle réalité tu te retrouves, puis tu es prêt à écouter, puis à avoir un esprit ouvert là-dessus, puis que tu te dis, OK, si je ne fais rien, j'ai des dangers additionnels. Alors l'autre question après, c'est qu'est-ce que je dois faire pour éviter que ça empire, puis que je prenne ma réalité, puis que je la change. Ça, c'est le défi d'entrepreneur dans une période difficile. Puis c'est pas simple à faire. Ça prend des gens alentour de toi, c'est clair. Tu sais, ça prend une idée. Mais moi, je crois fondamentalement que souvent des petits changements peuvent faire d'immenses différences. On n'est pas obligé de tout casser. On n'a pas nécessairement le besoin de faire ça. Puis je l'ai vécu à 3 fois des crises compliquées. C'est quels sont les petits changements qui peuvent faire une immense différence. Puis à la fin de l'année, quand on prend la somme de ces éléments-là, c'est là que ça peut avoir un effet exponentiel. Puis ça, c'est pas simple. Là, tu sais, Ouais, j'en conviens, j'en conviens. Sylvain, il y a une raison aussi pour laquelle je voulais t'inviter, je n'ai parlé en introduction, c'est ton implication dans le reprenariat. Tu es un bel exemple, certainement une source inspirante pour tous les gens qui regardent ça comme option. Mais deux, tu es aussi, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, tu fais partie aussi du jury du Grand Prix des médaillés de la relève là, de PricewaterhouseCoopers. Parle-moi un peu de ce que c'est pour toi l'importance du reprenariat là, dans notre économie. ben, c'est essentiel. Les entrepreneurs, tu sais, les petites et moyennes entreprises, c'est le moteur économique au Québec, au Canada, aux États-Unis aussi. Il y a beaucoup de monde qui ont des ambitions, qui sont stimulés par des projets un peu comme moi j'ai fait ou de moindre importance, peu importe. C'est absolument essentiel. Maintenant, cet exercice-là, je participe à ça, ça fait maintenant 7 ou 8 ans. Puis je l'étais avec toi, tu étais président. C'est là qu'on s'est rencontrés, effectivement. Puis pour moi, c'est une immense source de motivation puis d'inspiration. À chaque année, on rencontre une demi-douzaine de personnes qui ont décidé de reprendre une organisation à un moment ou à un autre, qu'elle soit en difficulté ou que ça aille très, très bien. Mais à chaque occasion, il y a un lot de complications, il y a un lot de défis, il y a des contextes qui changent aussi. Puis quand ces gens viennent nous raconter leur expérience, puis comment ils ont fait pour passer à travers, ben c'est bon aussi pour moi, c'est ça l'affaire. J'en retire quelque chose. Ça me fait réfléchir, tu sais, dans ce qu'on a parlé dans les 45 premières minutes. Il y a eu des présentations qui m'ont vraiment marqué là, dans cette, dans ce contexte-là. Donc, c'est très, très bon, c'est très inspirant pour moi. Puis, on l'a vécu ensemble. On est une journée à passer des gens en entrevue. Puis, on termine à 5 h, 6 h. Mais moi, si ça continuait jusqu'à minuit, j'aurais aucun problème. Là. Je te comprends tellement. Je prends un malin plaisir, moi aussi, un Ouais, plaisir très personnel d'interviewer ouais, des gens dans le cadre d'Alias parce qu'à chaque fois, je me fais plaisir, j'en apprends un peu plus. ouais. J'ai toujours deux, trois questions qui sont vraiment pour moi personnelles, qui ont l'air d'être publiques, mais que moi, j'ai envie de poser parce que je veux connaître la réponse. Alors, c'est très, très Ouais. inspirant, c'est C'est très privilégié. inspirant. Puis à la fin de la journée, Serge, c'est que, il y a tellement de gens qui ont des capacités pour être entrepreneurs. C'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs là, qui y rêvent ou qui y aimeraient ou qui ont un projet, puis oups, tu sais, il reste une crainte encore, puis ils ne sont pas prêts à faire le saut. Puis dans ces présentations-là, puis les gens que moi j'ai rencontrés depuis 7 ans, ben, c'est des gens qui ont fait le saut, puis ils ont découvert, tu sais, qu'il y avait même d'autres compétences, puis ils ont réussi.
Alors, il ne faut pas sous-estimer notre capacité de devenir entrepreneur. Ça, c'est clair. Dis-moi, dans ces 7 ans, 8 ans-là, comme membre du jury, je pourrais me poser la question moi-même, mais j'ai le privilège de te la poser aujourd'hui. Quels seraient les éléments clés du succès d'une transaction de reprenariat pour le repreneur d'abord? On verra pour le cédant ensuite, là, mais pour le repreneur, là, si tu avais identifié quelques pistes, puis en passant, là, je ne te tiens pas rigueur, tu n'as pas besoin d'avoir la réponse parfaite. Je te demande à toi, de ton souvenir, tes impressions, quels étaient, selon toi, ces éléments clés-là du succès d'une reprise d'entreprise? Écoute, je vais essayer de mettre ça un petit peu par ordre dans ma tête, là, mais je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas vouloir tout casser la première journée où on entre en place, puis qu'on devient le nouveau propriétaire et que toutes les décisions nous incombent, que c'est la totalité complète à nous. S'il y a des gens qui vous entourent, qui sont là depuis un petit bout de temps, il faut prendre le temps de les écouter, puis d'apprendre à les connaître, puis d'aller chercher leur expérience, puis leur expertise, puis de nous faire réfléchir à la suite des choses, puis au plan de match. Puis il y a je veux dire, il y a des ressources dans toutes les organisations qui méritent beaucoup d'attention, dans le sens que c'est une source d'information extrêmement importante. Puis c'est ces gens-là aussi qui vont faire en sorte que l'expérience peut être très, très, très positive. Donc, c'est ça, première chose, là, prendre fait de l'organisation, des gens qui sont là. La deuxième chose, c'est de bien connaître, apprendre à connaître ses marchés, les tendances. Ça aussi, c'est extrêmement important. Puis ça, je pense que c'est pour l'entrepreneur propriétaire, ça fait, par mes expériences d'exécutif aussi, là, entre être dans un secteur où tu es plus ou moins confortable, puis un secteur où avec le temps, tu deviens très confortable, ta capacité de réfléchir à la prochaine étape, puis à la stratégie ou à l'investissement ou au prochain produit que tu vas lancer, elle devient critique. Alors, moi, je dirais que comme deuxième élément là, essentiel, là, apprendre à connaître ces marchés. C'est drôle, je trouve que c'est même sous-estimé cet élément-là, parce que souvent, Ouais. on rencontre des gens, là, je pensais que tu allais là dans cette direction, quand ils sont très confortables, on dirait qu'ils cessent de se poser des questions sur les mouvements de leur marché ou l'émergence de marchés nouveaux ou même l'arrivée de nouveaux concurrents avec l'innovation. Ouais. On dirait que le confort rend trop confortable certains entrepreneurs et il manque ce bateau-là, alors que dans le reprenariat, selon toi, puis je partage ton idée, ton point de vue, l'un des éléments clés, c'est définitivement celui-là, d'être capable de bien sentir son marché. Oui, absolument, parce que surtout si on reprend, puis on n'est pas nécessairement du secteur ou de l'industrie, mais on veut être propriétaire d'une organisation, on veut acheter une PME à quelque part. C'est pas tout à fait la même chose que d'être celui qui a une idée, puis qui la part à partir de zéro, puis qui est passionné de ce secteur-là. Là, moi, je parle du repreneur qui OK, il travaille à quelque part depuis quelque temps, un peu comme moi. Puis, oups, là, j'ai une opportunité d'acheter ou qui fait des signes à différents propriétaires. Parce qu'au Québec, là, il y en a plusieurs PME là, qui doivent changer demain. Exact. C'est une immense quantité d'entreprises dont les propriétaires aujourd'hui veulent se retirer. Donc, il y a des gens qui sont là en attente de devenir propriétaires, qui vont acquérir une organisation, mais ils ne sont pas nécessairement de ce secteur-là. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que la business va continuer le lendemain, les commandes vont continuer d'entrer. Oui, c'est vrai que ça va arriver, mais il faut protéger le moyen et le long terme. Puis ça va se faire par celui qui va bien comprendre, saisir son marché à un moment donné, qui va avoir une certaine proximité avec ses clients, et qui va poser les bonnes interrogations à ses clients aussi, à savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Que voyez-vous? Qu'est-ce que la compétition fait? C'est quoi le prochain produit, la prochaine solution? Puis faire réfléchir sur la suite des choses. Ça, pour moi, c'est essentiel. Ben, je trouve ça très intéressant. Donc, on retient d'abord, évidemment, à faire équipe avec ce qui est en place. Je dis ça dans mes mots, à faire équipe avec ce qui est en place. Deuxième, c'est, je dirais, faire équipe avec le marché, les clients, bien les comprendre, savoir ce qu'ils s'en vont, se connecter au cœur de ces clients-là, qui est souvent le cœur de l'organisation. Troisième grande clé, selon toi?
à être capable de mettre en place une sorte de stratégie. Parce que suivant les deux premières étapes, là, tu sais, ça fait réfléchir le propriétaire ou l'entrepreneur. OK, où est-ce qu'on veut aller? Puis même l'organisation, elle va le demander aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? Tu sais, qu'est-ce qu'on devrait regarder? Puis là, dépendamment du contexte, l'horizon peut être court ou elle peut être un peu plus long. Mais peu importe l'horizon de temps, c'est par la suite, c'est d'être en mesure de dire, OK, voici le roadmap pour les prochains mois, prochaines années. Là, c'est la capacité de mettre les éléments en place pour pouvoir réaliser ce plan de match-là. Donc, dépendamment de l'organisation, de l'ampleur des ressources, il faut savoir équilibrer, balancer. Mais ça, c'est la troisième chose qui est essentielle, absolument essentielle. Donc, cette capacité de réaliser, pas juste de rêver, pas juste d'envisager ou de visionner. C'est quelles sont les étapes, avec quelles ressources, avec qui je dois faire, qu'est-ce que je dois faire dans les prochains mois pour pouvoir continuer de faire avancer l'organisation. Écoute, c'est tellement intéressant de discuter avec toi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sagesse dans tes propos, puis on sait qu'elle n'est pas tirée là, d'émissions de télé que tu as regardées à répétition, mais de chemin que tu as parcouru dans l'entrepreneuriat. Puis ça, ben moi, c'est les plus grandes richesses et je suis honoré, moi, Sylvain, d'avoir pu capter ça aujourd'hui de façon vidéo et audio pour que la prospérité puis nos jeunes puissent écouter ça encore dans 3, 5 ans d'ici, puis qu'ils puissent y trouver des réponses à leurs questionnements, de l'inspiration pour traverser leur propre crise, puisqu'il y en aura d'autres. Et je suis bien fier d'avoir pu me faire ce step-là ou ce pas-là avec toi aujourd'hui. Avant de terminer, Sylvain, tu es un bonhomme qui est connecté avec son environnement professionnel, là, celui de dirigeant d'entreprise et tout ça. Est-ce que tu as des auteurs, est-ce que tu as des gens qui ont particulièrement inspiré Sylvain Garneau? Est-ce qu'il y a des gens qui représentent l'idéal entrepreneurial ou peut-être... Bref, où tu puises ton inspiration, puis est-ce que tu peux nous donner ou partager quelques pistes pour que nous, à notre tour, on puisse trouver aussi un peu d'idées dans ces sources-là? Je n'ai pas d'auteur en particulier. Est-ce que je lis? Oui, je lis. Je lis toutes sortes de matériel. Je lis beaucoup, mais je marche beaucoup aussi. Ah! Alors, mais je te dirais, j'ai eu des patrons qui étaient propriétaires d'entreprises qui sont encore des inspirations pour moi, parce que j'ai appris avec eux. Mais je te dirais, j'ai lu un livre il y a 2 ans à peu près. Puis là, s'il y a des gens qui me connaissent, ils vont reconnaître le nom, là, mais le livre s'appelle Forged in Crisis, OK? Et c'est l'histoire de cinq leaders ou aventuriers qui ont vécu des contextes extrêmement difficiles et d'une façon quelconque ont réussi à régler les situations, tu sais, à en sortir. Il y en a un, entre autres, dans ça, c'est l'explorateur Ernest Shackleton. OK? Ah, ouais. Alors, je ne Quelle sais pas. histoire incroyable. Absolument incroyable. Alors, tu sais, quand tu dis que tu es à 800 000 des côtes de l'Antarctique sur la glace, puis ton bateau a coulé, puis vous êtes 28 personnes. Puis tu fais la promesse aux 28 que tu vas tous les ramener. Les ramener en vie. Comment? C'est ça, que tu vas tous les ramener en vie. Ça, honnêtement, là, c'est une histoire que j'ai lue et que j'ai relue et que j'ai relue parce que ça me faisait justement réfléchir sur quoi faire dans des contextes difficiles. Puis quand on pense qu'on vit des contextes difficiles, puis on se compare à une situation semblable, je veux dire, on est dans un niveau complètement différent. J'ai des frissons dans le dos en me rappelant cette histoire-là. C'est une histoire Ouais, que j'ai vue il y a quelques années aussi. ouais, Puis ouais, c'est ouais. tellement impressionnant, tellement Impressionnant, inspirant. inspirant. Alors, puis, tu sais, tout à l'heure, je parlais des marches. Quand je marche, ce que je fais, j'essaie de prendre un thème dans ma tête puis d'élaborer la réflexion. Tu sais, parce que dans la semaine, tous les jours, tu sais, je veux dire, on travaille 24 heures sur 24 pratiquement, là, avec les télécommunications, les téléphones, les courriels, les textes.
Mais lorsque je marche la fin de semaine, c'est des longues marches, c'est de 10 à 15 kilomètres à chaque fois. Je vais, règle générale, je m'arrange pour aller en forêt, en montagne, puis là, je prends un sujet, puis j'essaie de l'exploiter. Puis ça me fait réfléchir aussi. Puis là, je peux mélanger ça un petit peu avec des lectures ou tu sais, des problèmes de la semaine ou des réflexions. Puis j'essaie de faire des suivis par la suite avec ça. Si je ne faisais pas ça, je vivrais toujours sur tu sais, sur une vitesse à 200 000 à l'heure, mais là, ça me permet de prendre un peu de retrait, décompresser. Physiquement, c'est bon, Ben mais ouais. intellectuellement aussi, c'est là où je fais un peu plus de réflexion. Tu sais. Ben écoute, à la lumière de notre échange, je vais tâcher de marcher davantage. Ma chérie le fait tous les jours, alors je vais tâcher de me joindre à elle plus régulièrement, ne serait-ce que le bonheur de marcher à ses côtés, mais surtout prendre une pause dans mes journées à 200 000 à l'heure pour réfléchir un peu plus moi aussi. Sylvain, écoute, j'aurais continué à discuter avec toi. Comme à chaque fois avec mes invités, je me prends au piège de dire « Oh my God, c'est déjà fini, j'aurais continué une autre heure sans hésiter, mais bon, il faut mettre un terme à tout ça. » Je te remercie beaucoup, Sylvain, de t'être prêté au jeu, d'avoir accepté de jouer à un jeu non préparé, parce que je dis toujours à mes invités, je ne veux pas envoyer de questions d'avance. Un, je ne les connais pas. Deux, c'est plus le fun, la spontanéité. Ça nous amène à des endroits non prévus, qui sont souvent ça fait des entretiens plus riches et plus inspirants. Alors, merci de t'être prêté au jeu. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en 2023 ou dans les prochaines années. Certainement au concours des médaillés, j'irai prendre un verre en honneur des gagnants là, que vous aurez choisis en 2023 et peut-être dans d'autres occasions également. Serge, ça a été un plaisir de te revoir, puis c'est un honneur pour moi de répondre à ton invitation. Merci mille fois. Puis, si je peux aider quelques entrepreneurs à un moment donné, ça me fait toujours plaisir. Encore une fois, merci beaucoup, Sylvain Garneau du groupe Lacasse. Quant à vous, si vous avez aimé le contenu, on vous demande de faire ce qu'on devrait faire quand on aime quelque chose aujourd'hui sur nos médias sociaux, c'est de le partager, de le commenter. Alors, on vous invite à faire ça généreusement. Ça ne coûte rien pour vous et ça donne des bonnes raisons à nos commanditaires de continuer de supporter Alias Entrepreneur et du coup, continuer à créer des contenus de qualité pour les entrepreneurs du Québec. Alors, encore une fois, partagez, commentez. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée. Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.